Août 2022. Le Pakistan est touché par des pluies torrentielles. Un tiers du pays se retrouve sous les eaux. Le bilan est terrible. Au moins 1700 morts, 12 800 blessés et 7,9 millions de personnes déplacées de leurs terres. Les dégâts sont estimés à 10 milliards de dollars d'après le gouvernement pakistanais. Le pays, dans une situation économique déjà catastrophique, doit emprunter cette somme et s'enfonce toujours plus dans la récession. Un cercle vicieux se met en place, alimenté par une finance internationale qui repose sur l'endettement des pays vulnérables. Dès le départ, la crise climatique renforce les injustices. La perte de biodiversité et les catastrophes climatiques touchent en premier des pays déjà exposés, vulnérables et donc souvent les plus pauvres. Alors, le changement climatique, il résulte de l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à travers l'histoire. Ce qui veut dire que les pays industrialisés, les pays les plus développés, ils ont une dette climatique aujourd'hui vis-à-vis des pays les plus vulnérables. D'autant plus qu'aujourd'hui, ces pays développés n'ont toujours pas commencé à réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre. Si on prend le G20, par exemple, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. Le Pakistan, lui, ne représente que 1% des émissions mondiales de CO2. Pourtant, il est régulièrement classé parmi les 10 pays les plus vulnérables. Il faut savoir que les pays les plus pauvres sont généralement les pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Les impacts climatiques dont ils souffrent le plus sont les inondations, la sécheresse, les feux de forêt par exemple. Ces populations, la plupart d'entre elles risquent de perdre leur habitation. Il y a bien sûr des dégâts sur les infrastructures, mais c'est les pertes immatérielles qui sont le plus complexes parce qu'elles sont plus difficiles à compenser et elles sont plus difficiles à quantifier. Si on pense aux tribus nomades du Maroc, qui dépendent beaucoup des oasis, ces oasis sont en train de disparaître et s'il n'y a plus d'oasis, il n'y a plus de tribus nomades. Mais alors, les prêts et la dette dans tout ça? En fait, cette injustice des causes et impacts, elle est bien connue des États. Pour y répondre, ils ont développé ce qu'on appelle la finance climatique, pour aider les pays les moins favorisés et les plus à risque. La finance climat, pour l'instant, elle est divisée en deux grands canaux. Il y a la finance pour l'adaptation, donc c'est comment on va financer les infrastructures pour faire face aux impacts du réchauffement climatique. Et à côté de l'adaptation, il y a ce qu'on appelle l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc comment on va aider les pays, les économies émergentes à se déployer. Typiquement, ça va être des investissements dans les énergies renouvelables. L'un des sujets de discorde récurrents, c'est est-ce qu'on part sur des prêts ou est-ce qu'on part sur des dons? Depuis 2013, 71% des aides dédiées à l'atténuation et à l'adaptation ont été délivrées sous forme de prêts. Les pays vulnérables s'endettent déjà, et ce n'est que le début. Car parfois l'atténuation et l'adaptation ne suffisent plus. Les catastrophes frappent et il faut rebâtir. Le grand enjeu de cette COP, ça va être aussi d'avoir de la finance pour ce qu'on appelle les pertes et préjudices. Donc les pertes et préjudices, c'est comment on répare les dégâts une fois que les impacts dramatiques du réchauffement climatique ont eu lieu. Donc là, il faut un dispositif qui soit dédié, qui soit différent de l'adaptation, qui soit différent de l'atténuation. Et pour l'instant, les pays riches refusent d'avancer sur ce terrain-là. Pour réparer ces pertes et dommages, et en l'absence de mécanismes de finances dédiés, une seule solution existe, emprunter de l'argent. Le remboursement de leurs prêts pousse ces pays à toujours plus exploiter leurs ressources naturelles, ce qui augmente la crise écologique et fragilise leurs écosystèmes. La Côte d'Ivoire et la Malaisie, par exemple, utilisent leurs forêts comme monnaie d'échange. Ces dettes massives les empêchent d'investir pour faire face à la crise climatique. La situation ne fait que s'aggraver, pourtant, la finance climatique reste totalement inadaptée. Aujourd'hui, il y a des financements pour l'adaptation, il y a des financements pour l'atténuation qui ne sont pas encore dans des volumes suffisants puisque la promesse des États, c'était de donner 100 milliards par an. Aujourd'hui, on est autour de 80 milliards et c'est problématique parce qu'en fait, les besoins augmentent à mesure que le réchauffement climatique accélère. Actuellement, sur la question des pertes et préjudices, il y a une discussion, il y a des dialogues qui sont formalisés, mais qui n'ont pas de mandat précis. Et il n'y a rien qui nous indique que les États, la communauté internationale est prête aujourd'hui à mettre sur pied un dispositif concret, fonctionnel, pour attribuer des fonds aux pays impactés par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, Greenpeace va vraiment mettre en avant la question de la justice climatique et on attend des promesses de financement sur l'atténuation et sur l'adaptation qui soient nettement rehaussées. Notre demande, c'est de s'assurer que les priorités de ces pays soient adressées durant cette COP.
Et l'idée, c'est de pouvoir porter leur voix, porter leur demande de justice climatique et s'assurer que voilà, cette voix est bien représentée à la COP. Et quand on voit les bénéfices records que les grandes compagnies les plus polluantes, et en même temps, on voit des inondations dans des pays pauvres comme le Pakistan, comme le Nigeria récemment, mais en fait, la solution est toute trouvée. Il faut déjà commencer par taxer et rediriger cet argent, cette taxe, à un fonds qui doit être dédié à ces victimes, à ces communautés, afin qu'ils puissent reconstruire leur vie. C'est ça ce qu'on appelle les réparations. Il n'y a pas d'obstacle technologique, il n'y a pas d'obstacle, de réel obstacle financier. C'est surtout le plus grand obstacle, c'est la volonté politique. Cette aide financière, ce n'est pas de la charité. C'est une dette morale qu'ont les pays riches et industrialisés envers les plus vulnérables, et qui reste aujourd'hui impayée.